Vous êtes bien sûr sur votre émission débat 100% Bénin. Merci à vous pour la fidélité, mesdames, messieurs, bienvenue. Que de lauriers pour les députés de la 7e législature ces dernières 48 heures. Depuis le 24 avril, une euphorie toute particulière s'est emparée de leur mandat, clamant à tue-tête leur devoir une fière chandelle. Et pour cause, à l'unanimité, les élus du peuple venaient de voter la loi portant régime juridique du bail à usage domestique. Une loi de plus de 80 articles prenant en compte les règles générales de conclusion et d'exécution du contrat, l'encadrement du loyer, les cautions et autres garanties, les obligations du bailleur et du preneur, la réglementation de la cession, le transfert et la sous-location du bail, ainsi que la résiliation du contrat, pour ne citer, mesdames, messieurs, que ces dispositions. Pour plus d'un, c'est un véritable soulagement. Vote de la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique, une manne pour les couches les plus vulnérables. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat 100% Bénin du jour. En ma compagnie, pour apprécier la portée de l'acte, Amel Dossou Kago. Il est journaliste à BB24. Amel Dossou Kago, bonjour. Et merci pour la disponibilité. Merci à vous aussi. En face de vous, un confrère, lui là, non, Kazmi Pédio, journaliste. Il est le directeur de publication du journal Nouvelle Économie. Kazmi Pédio, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Le bail à usage d'habitation désormais encadré au Bénin. Dorénavant, chers invités, la caution sur le loyer n'en peut plus excéder 3 mois. Et la nouvelle n'a pas fini de réchauffer les cœurs. Vous avez eu sans doute les retours pour les populations. Amel, surtout, c'est la faible revenu. C'est une aubaine. Ça ne pouvait pas mieux tomber. C'est une aubaine et ma première satisfaction, c'est de savoir que pour une fois, le pouvoir, l'État, si vous voulez, parce que l'État s'appelle l'exécutif, le judiciaire et puis le législatif, pour une fois, vous avez nettement l'impression que l'État a pensé à la population, que ce n'est pas une loi orientée, mais réellement pour l'épanouissement de la population. Et comme vous le dites, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont des revenus faibles, mais c'est pour tous ceux qui sont en location. Parce qu'aujourd'hui, vous assistez à un diktat des propriétaires de maisons et qui, de leur appétit vorace, ne permettent pas forcément aux autres de s'épanouir. Et en ce qui concerne la caution, je crois que c'est une grosse satisfaction. Parce que vous imaginez, lorsque vous êtes un jeune fonctionnaire, vous avez envie de quitter vos parents, vous voulez louer, il vous faut par exemple 300 000, 400 000, 500 000 pour aller payer juste la caution. Ce n'est pas encore le loyer. Et qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez que si vous devez vous installer, payer le loyer et vous installer, avoir un minimum de confort, il vous faut aller faire un prêt. Parce que vous êtes en début de carrière, vous n'avez pas encore économisé. Et donc, lorsque vous êtes en début de carrière, lorsque vous allez emprunter de l'argent, vous allez peut-être emprunter 1 million pour équiper, pour payer la caution. Et pendant que vous êtes en train de rembourser ce que vous avez payé, vous payez en même temps le loyer. Il ne vous reste plus rien pour votre salaire. Et donc, c'est une grosse difficulté. En votant cette loi de 2018-12, je crois que le législateur a apporté quelque chose de bien à la population. Oui, finalement, sa chute m'a intéressé, sinon, son début, pas du tout. Il faut dire que lorsque cette loi a été votée, le prix, ou du moins l'auteur ici ne doit pas être magnifié parce que l'ancien dispositif qui donc réglementait le secteur datait d'avant les indépendances. Vous ne pouvez pas mettre en application au XXIe siècle des articles qui datent de 1955. C'est pas possible. Donc, il était normal que le législateur, que les députés travaillent leur ménage et puissent nous trouver quelque chose de confortable désormais. Donc, partant de ce principe, je dis, ils ont joué leur rôle. Je n'ai pas à leur féliciter. Ils n'ont fait que jouer leur rôle dans le pays. Maintenant, quel est le contenu de cette loi? Est-ce que ça répond aux exigences, donc, à la fois de la population, mais aussi des propriétaires, parce que les deux font partie de la population. Les propriétaires sont des Béninois et qui ont investi pour pouvoir donc tirer bon profit de leurs investissements, mais aussi le volet social. Donc, il y a deux bonnes là sur lesquelles il faut surfer. À la fois privilégier les investissements, sauvegarder les investissements, mais de l'autre côté,
penser aussi au volet social, parce que quand on parle de loyer, quand on parle du bail, ça ne concerne pas que les populations démunies, ça ne concerne pas que les jeunes chômeurs, mais il y a des gens qui ont de l'aisance, qui ne trouvent aucun mal à aller signer un bail d'1 an, de 2 ans, parce que leurs activités leur permettent donc de s'engager dans un contrat du genre. Donc la loi, oui, le grand nombre, mais la minorité. Dans la démocratie, il y a la majorité, il y a aussi la minorité. Il faut donc tenir compte des deux bonnes pour pouvoir véritablement faire un débat d'équité. Je parle d'un débat d'équité, pas un débat égal, mais un débat d'équité. La nouvelle loi permettra, mes chers invités, vous l'avez dit, de réorganiser et d'assainir un secteur longtemps en difficulté. Et le grand mal, c'est ce que vous avez commencé à évoquer. Les plus faibles n'arrivent toujours pas à opérer ce choix. Quand bien même la volonté est là de prendre une certaine indépendance par rapport aux parents, de s'affirmer, de se réaliser. Aujourd'hui, la préoccupation de plus d'un, c'est de savoir à quoi et comment, surtout, va-t-on pouvoir rendre effectif un test comme celui-là, en entendant la promulgation et visiblement, quand on tient compte un peu de ce qui nous parvient, un peu comme retour même de l'exécutif, c'est plutôt bien accueilli à propos. La promulgation ne saurait traîner. Mais pour l'applicabilité, comment l'appréciez-vous? Comment percevez-vous ce qui pourra se jouer sur le terrain? D'abord, je voudrais répondre à Casimir pour dire qu'il faut savoir apprécier ce que l'on a. Il a une telle suffisance à dire que les députés ont fait le travail qu'il n'a pas à les remercier. Mais le dispositif juridique qui existait, il a parlé du dispositif juridique qui existait, ça date du 30 juin 1952. Depuis 1952 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu des députés au Bénin. Ils ont voté la loi. Qu'est-ce qu'il leur a pu faire? Ils ne voteront pas et tu ne feras rien et tu ne pourras rien faire contre eux. Il y a des députés qui sont là depuis la première législature jusqu'à aujourd'hui. Cette proposition date de septembre, je me trompe, 2015, en principe. Bien sûr. Donc ça pouvait ne pas être étudié. Bien sûr. Bon, on y revient. Donc ce que je dis, c'est quoi? Vous avez des députés qui sont là depuis la première législature, la deuxième législature, ils sont toujours revenus là. On vit des problèmes. Vous avez, en posant votre question tout à l'heure, vous avez dit que c'est un secteur qui c'était pas très bien réglementé. Non, ce n'est pas que c'était pas très bien réglementé. Nous étions dans un état de droit. Il y a un secteur qui se retrouve dans un non-droit. Il n'y avait pas de droit. C'était un non-droit. C'était un non-droit carrément. Mais on n'a pu rien faire. Nous sommes dans un contexte où, lorsque le politique finit par vous donner quelque chose, vous dites merci, vous lui dites merci, vous dites merci à Dieu. Parce que nous-mêmes, d'une manière ou d'une autre, nous sommes complices. Nous ne réagissons pas, nous ne savons pas nous s'y prendre. On ne sait même pas aller à la justice, on ne sait rien, on ne sait pas se défendre. À des moments donnés, quand tel se retrouve dans une position critique, quand tel se retrouve dans une position, il se tait pour manger. Et c'est tout ce qu'on sait faire. C'est au fait ça. Nous avons été souvent complices de notre malheur. Et donc aujourd'hui, si les députés, ils ont bien voulu nous faire une loi qui nous arrange, je leur dis merci. S'ils peuvent faire d'autres, tant mieux. S'ils ne font pas d'autres, si on peut s'associer pour leur demander de le faire, on le fera. Mais si on ne peut pas s'associer pour le faire, on va les regarder comme on a toujours fait depuis 1952 jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir à votre question, l'applicabilité, je voudrais dire qu'il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi j'ai parfois des griefs contre les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de lois qui sont votées, mais pour appliquer la loi, ça pose problème. Parce qu'en temps normal, avant de voter la loi, on ne fait pas du juridisme. C'est-à-dire, c'est les juristes, c'est les juristes. Non, les juristes votent, les juristes, ils taillent les lois, le législateur vote, mais ça doit s'appliquer à des hommes. Et les hommes vivent en société. Donc, il faut définir, il faut pouvoir savoir telle société, quelles sont les lois qui peuvent aller avec telle société pour savoir comment est-ce qu'on peut l'appliquer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que avant de voter la loi, on doit pouvoir interroger les sociologues, s'il le faut, les historiens, pour savoir dans l'histoire comment est-ce que ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que la société réagit par rapport aux lois et à des lois, ou par rapport à la location, par exemple, comment est-ce que la société réagit. Lorsque vous avez fini de faire ça, vous tenez compte de tous les acteurs présents. Et quels sont les acteurs? Vous avez le locataire, vous avez le propriétaire et vous avez accessoirement les démarcheurs ou les experts immobiliers, si vous voulez. Lorsque vous tenez compte de ça, il faudrait que chacun de ceux-là puisse s'en sortir gagnant. Dès qu'il y a une partie qui ne s'en sort pas gagnant, c'est cette partie-là qui commence à jouer de tout pour que la loi, qu'on n'applique jamais la loi, ou qui commence à créer des problèmes. Et vous ne restez pas sans savoir
que ceux qui doivent garantir l'application de la loi, ils sont aussi soit des locataires, soit des propriétaires. Et donc, ils se retrouvent être des acteurs. Et la façon dont ils vont gérer ce dossier, la façon dont ils vont intervenir sur ce dossier dépendra de leur position. C'est-à-dire, soit ils sont locataires et ils font de cette façon-là, soit ils sont des propriétaires, ils le font. Et l'autre chose, c'est que nous n'avons pas encore des institutions solides et fortes. Et ça fait que les individus ont tendance à prendre de l'ascendance sur ces institutions-là. Et donc, en ce moment-là, lorsque le magistrat se retrouve être propriétaire, vous comprenez que quand il prend des décisions, ça peut arranger les conditions si tant que, à des moments donnés, il doit faire confiance à son intime conviction, comme on le dit. Donc, je commence à dire déjà que, par exemple, les propriétaires, je crois que l'État peut penser à les accompagner du point de vue fiscal, par exemple. Qu'on dise, oui, puisque moi, je ne sais pas si les 8% qu'on veut appliquer, ça va baisser le loyer ou ça va augmenter le loyer. Je suppose que ça va baisser le loyer. Si ça doit baisser le loyer, il faut pouvoir faire comprendre aux propriétaires qu'en réalité, l'État va pouvoir vous accompagner et diminuer les impôts de l'autre côté. Ça vous permet de gagner quand même si vous perdez sur le loyer. Il faudrait que l'État puisse faire quelque chose comme ça. Il faut que l'État essaie de réorganiser le secteur, par exemple, des démarcheurs, par exemple, officialiser d'une manière ou d'une autre, essayer d'encadrer quelque peu pour que le démarcheur ne se retrouve pas dans une zone d'insécurité par rapport à son job et commence à jouer. Vous pensez que le risque est là? Et il y a un risque parce que s'il y a 3 mois, j'imagine que les propriétaires, si on doit appliquer la loi, si moi je donne 3 mois, je ne pense pas que le propriétaire peut remettre encore 1 mois à un démarcheur. Bon, il n'y a aucune loi qui le dit. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut réglementer. On peut dire que le propriétaire a le devoir de lui donner 2% quand il prend les 3 mois. Encore qu'il y a un élément qui me paraît important. Et c'est là, je vois qu'il ne devrait pas avoir de polémique. Les cautions que nous payons, ce n'est pas l'argent du propriétaire. Dans tous les cas, ce n'est pas l'argent du propriétaire. Là, le propriétaire a le devoir de retourner cet argent-là. Et ils ne le font pas souvent. Et ça pose d'autres problèmes. C'est l'argent de qui? C'est l'argent de celui qui a déposé là. C'est une façon de dire, si éventuellement je ne paie pas ton loyer, tu peux prendre ça là. Mais si je paie mon loyer en partant, tu me remets mon argent. Ce n'est pas ton argent, tu me gardes ça. C'est ma caution de confiance que je te donne pour te dire que j'ai le devoir de payer ton loyer. Mais ce n'est pas pour le propriétaire. Je ne lui remets pas pour dire va dépenser quand je suis en train de partir, tu vas me remettre ça. Et comme vous l'avez rapidement souligné, de par le passé, ça ne s'est jamais passé de la sorte. C'est une cagnotte vite gérée par le propriétaire. Et aujourd'hui, quand le pot de chagrin s'est réduit, ce n'est pas maintenant qu'on lui demandera de restituer. C'est exactement ça. Alors, Casimir Pédior, à la question de l'euphorie, se pose en même temps celle de l'applicabilité. Et sur le terrain, beaucoup ont quelques craintes. Il ne devrait pas avoir de crainte. L'applicabilité de la loi ne devrait pas poser problème parce que cela ne dépend ni du propriétaire ni du locataire, encore moins des intermédiaires qu'on appelle ici des marcheurs ou donc des auxiliaires du bail. Et pourquoi? Parce que l'Assemblée a voté donc cette loi avant. C'était un décret, le décret donc 52-762 donc du 30 juin 1952. Je suis tout à fait d'accord, mais permettez quand même que je fasse évoluer ce débat. Mais je veux quand même dire à mon vis-à-vis que le législateur est là pour voter. Il peut ne pas voter, ce n'est pas un problème. Mais moi, j'apprécie. Je suis un leader d'opinion, je suis journaliste. Je fais partie donc de ceux qui peuvent critiquer. Donc, je dis aujourd'hui, à la tribune donc, de Sika TV, je dis que le député qui a voté la loi, moi, je ne le félicite pas parce que c'est son rôle. Il est allé là-bas pour voter la loi. Si c'était un médecin qui a voté la loi, je dirais bravo parce que ce n'est pas son rôle. Il a fait extraordinaire. Mais c'est le législateur qui a voté la loi. Est-ce Casimir Pédior, que cette proposition de loi est sur la table des députés depuis 2015? Et bien avant, j'ai remonté encore le temps pour dire, c'est depuis 1952 que nous avons un décret, un soi-disant décret du colon, qui donc réglemente un peu le secteur. Donc, en réalité, comme Dossou Kago l'a dit, on n'avait donc pas une législation formelle en la matière. Donc, c'est peut-être les cas de jurisprudence qui faisaient donc qu'on gérait cette affaire. Et au-delà, il a dit, il faut interroger l'histoire, il faut interroger la sociologie au niveau du pays pour comprendre un certain nombre de choses. Parce que le législateur qui a voté cette loi n'a pas tenu compte d'un certain nombre de paramètres, par exemple la caution.
la caution n'est pas que caution de loyer. Il y a la caution d'électricité, il y a la caution eau. Dans un pays où vous avez des bails, où la SBDE a installé donc des compteurs prépayés, ben, les propriétaires continuent pas à réclamer la caution d'électricité. Vous vous demandez, mais on est dans quel siècle? Quelle loi cadre donc cela? Vous êtes dans un pays, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, vous êtes dans un pays où celui-là qu'on appelle démarcheur, ce n'est pas le propriétaire qui lui remet l'argent, mais c'est vous, donc locataire, qui payez. Donc, jadis, si c'était 6 mois, c'est pas 6 mois vous payez, c'est 7 mois vous payez, parce que lui, il prend. Et au-delà donc de ce qu'il prend en termes donc de caution, pour qu'il aille vous montrer le cadre, la maison donc qui vous appartiendra désormais sous contrat, il va falloir que vous payiez son déplacement. Donc, c'est beaucoup de faux frais, j'appelle ça faux frais, qui sont donc greffés au niveau donc de tout ça. Alors, aujourd'hui, on est en train de supprimer ça. Alors, les acteurs, parce que c'est des gens qui travaillent sur la chaîne bail au Bénin, ces acteurs-là, ils deviennent quoi désormais? Quel est le quota? Quelle est la portion congrue qu'on leur réserve? Est-ce que c'est le propriétaire qui va donc dégager un peu de 2%, comme il a proposé, enfin, comme il a suggéré? Est-ce que c'est donc le propriétaire? Je ne suis pas sûr. Le propriétaire n'a jamais voulu enlever un copec de ce que lui, il gagne. Vous pensez que le locataire n'est toujours pas sorti d'affaire? Le locataire n'est toujours pas sorti d'affaire. Et c'est là que je reviens à votre question pour dire l'applicabilité va poser un petit problème. Il y aura des grincements donc dedans. Mais alors, si déjà la loi est votée à l'Assemblée et que nous souhaiterions de tous nos voeux que cela reçoit l'assentiment donc de la Cour constitutionnelle en termes donc de constitutionnalité, et troisième étape, que le gouvernement promulgue ou pas, 14 jours après, la loi rentre donc au niveau donc du public et on peut l'appliquer. Et donc, si cela est fait, c'est que si un propriétaire me tient tête, je la signe. Si un propriétaire, enfin, tient tête, on peut la signer. Et désormais, il y a un cadre juridique qui réglemente. Donc, je dis l'applicabilité ne poserait pas problème. Maintenant, il y aura des grincements dedans. C'est que lorsque tu assignes ton propriétaire, il est libre de te maintenir dans son local, encore que si tu l'assignes du jour où tu l'assignes, eh bien, tu iras chercher donc un nouveau propriétaire. Et si s'avérait que tu es de nature à assigner les propriétaires de jour en jour, je crois que tu auras tout le temps ta valise sur la tête en train de rechercher un nouveau propriétaire. Donc, c'est le problème que ça va poser. La loi va poser d'autres problèmes au niveau de la société. Mais l'applicabilité n'aura aucun problème. Mais ça va poser d'autres problèmes. Il y aura des gens qui seront obligés de se soumettre encore au diktat des propriétaires. Ça, il n'y a rien à faire. Et quel que soit ce que vous allez dire, le locataire est en position toujours de faiblesse dans cette loi. Donc, je crois que il va falloir que le gouvernement, enfin, pas le gouvernement, que les acteurs étatiques puissent revoir. On peut remettre cette loi pour une seconde lecture, pour revoir un certain nombre de choses. Discuter avec les propriétaires, voir ce qu'ils peuvent concéder. Mais est-ce qu'ils sont lésés? On dit par exemple que le prix maximum de loyer annuel est fixé au maximum à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. Ils ne sont pas lésés, alors pourquoi on a voté la loi? Si on a voté la loi, c'est certainement pour favoriser le secteur social, pour favoriser les Béninois. Si c'est pour augmenter encore à ceux qui donc ils prennent de façon anarchique, si c'est pour augmenter, la loi n'aurait rien. Réglementer par rapport. Qu'il y a de la loi, qu'il y a quelqu'un qui soit vraiment défavorisé. N'oubliez pas, les députés qui ont voté cette loi, majoritairement, ils ont des chiens, ils sont propriétaires. Ça, non, ici, le député ne doit pas paraître... De cette façon, avec une certaine spontanéité qui crève les yeux, c'est certainement parce qu'ils ont touché de doigt la souffrance du grand nombre. N'oubliez pas, ils sont envoyés à l'Assemblée aussi pour pouvoir répondre aux aspirations des plus faibles. Non, pas seulement des plus faibles, mais aussi des plus forts. Parce que je l'ai dit, la démocratie, c'est la majorité et la minorité. C'est les plus forts et les plus faibles. Certes. Donc tout ça concourt. Mais je dis, le député qui a voté la loi... Qui accueille ce grand nombre qui vient, soit avec facture de ceci, telle ordonnance. Je suis d'accord avec vous. Il faut en tenir compte. Et ce sont les ESI, ils iront à ce vote-là. Si le député qui vote cette loi se met dans la posture du propriétaire, la loi n'est plus impersonnelle. Or, la loi doit être impersonnelle.
personnel. La loi doit être neutre. Donc, le député qui vote ici doit paraître comme un juge qui reste au milieu et qui tranche donc la poire en deux, de sorte que chacun puisse se retrouver. C'est ça normalement. Donc, je ne veux pas savoir si le député il est propriétaire ou bien il est un bailleur, c'est-à-dire un contractant, un locataire. Je ne veux pas savoir. Je veux savoir qu'il y a une loi désormais au Bénin qui réglemente donc le secteur du bail. Je veux savoir que désormais au Bénin, lorsque moi, Casimir Pédior, ou du moins un Béninois, ne se sent pas donc dans ce qu'un propriétaire, ou du moins dans ce qu'un locataire est en train de perturber donc ses finances, il peut aller devant la justice, se faire entendre, et le droit doit se dire compte tenu donc de cette loi. Donc le député propriétaire ne m'intéresse pas, le député locataire ne m'intéresse pas, mais le député juge dans cette loi, moi, il m'intéresse. Le député juge vous intéresse. Amel, il est de ces locataires, oui, il faut le dire, ils sont peut-être pas nombreux, mais quand même, ils existent. Des locataires casse-pieds, qui ne font qu'à leur tête. Et ils deviennent, par la force des choses, se comportent carrément comme des propriétaires. Là, pour le propriétaire, cette loi ne reste-t-il pas aussi une porte de sortie pour régler définitivement? Il y a désormais un juge qui intervient et tranche les différents. Selon que le problème se pose dans une circonscription donnée, il y a un tribunal spécifique qui connaît du dossier. Une avancée, n'est-ce pas? Non, de toute façon, dès qu'il y a le vote d'une loi, c'est que forcément que les choses avancent. C'est normal. Le propriétaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour qu'on arrive à appliquer facilement la loi, il faut que tout le monde y trouve son compte. Il ne faudrait pas que la loi protège, puisque nous n'avons pas encore la lecture de tout ce que compte de toute la loi. Il faut que la loi protège le propriétaire et le locataire aussi. Il ne faudrait pas que ce soit une loi qui protège le locataire contre le propriétaire ou le propriétaire contre le locataire. Puisqu'à la décharge des propriétaires, il faut reconnaître qu'il y a des locataires qui sont indélicats, qui ne se comportent pas bien. Et ça pose aussi problème. Et c'est pourquoi il faut protéger, il faudrait que la loi protège aussi les propriétaires. Parce que ce qu'il souligne tout à l'heure, et c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de sociologue, pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut voter une loi pour arriver à l'appliquer. Vous avez constaté que de tous les développements de Casimir, l'application il aura résistance des propriétaires, par exemple. Et pour appliquer la loi, il va falloir aller quelquefois devant la justice à titre répressif, ou à titre répressif plutôt, et pouvoir les contraindre par dissuasion à respecter la loi. Mais est-ce que nous avons la culture d'aller à la justice lorsque nous avons des problèmes? C'est déjà ça le problème. Nous n'avons pas cette culture-là, même moi qui suis ici. Parce que lorsque vous allez au tribunal, et si jamais vous allez tomber par exemple sur un juge qui lui-même il est propriétaire, vous voulez qu'il se comporte comment? Et si jamais il commence à remettre ça, en temps vous avez besoin d'un toit. Il commence à remettre vous comprenez que vous enlisez dans une sorte de chemin de croix sans Pâques. C'est-à-dire que les étapes vont commencer, les stations vont commencer. En le point fini, vous allez dépasser largement les stations de chemin de croix sans jamais atteindre Pâques. Et donc, quand vous voyez tout ça venir devant, vous quittez tranquillement ce propriétaire, vous allez vers un autre propriétaire. Mais si vous voulez forcer les choses, il y en aura qui iront à la justice. Mais il va falloir que l'État aussi mette un dispositif pour pouvoir surveiller ou pour pouvoir contraindre les propriétaires à aller vers ça, sinon ça va être compliqué. Même quand vous parlez, par exemple, de caution, à un certain moment, dans les années 2000, je crois bien, dans la zone du campus où on appelle village universitaire, où quand tout le monde vient, on va s'installer là-bas. Vous savez, avant la création de l'université de Parakou en 2001 ou en 2002, tous ceux qui ont le bac allaient à l'université d'Abouin-Calavi. Et donc, les locations dans la zone étaient excessivement... Enfin, ça coûtait quand même cher. Et les propriétaires faisaient à leur tête. Mais lorsque vous refusez de payer 3 mois ou 6 mois de caution, rapidement, vous voyez un Congolais qui débarque de là ou un Gabonais qui débarque et qui paie 10 mois de caution. Et lui, il est tranquille. Et donc, vous faites à votre tête, mais le propriétaire, lui, ne se gêne pas. Il est là. Les Congolais vont venir. Comme par exemple les immeubles en ville, parce qu'on parle de bâtiments domestiques, mais à usage domestique plutôt. Mais lorsque vous prenez par exemple, on peut faire un parallélisme, lorsque vous prenez par exemple les Libanais, lorsque vous avez une boutique bien située, vous voulez louer, il vous dit 50 000, vous refusez, vous faites le malin, vous commencez à discuter, rapidement, il y a un Libanais, quand il voit ça, lui, il vient, il dit, bon, moi je paie 75 000. Et vous êtes là, lui, il vient prendre, lui ne veut pas aller à la justice. De toute façon, le propriétaire, lui, il est tranquille. Donc, il va falloir prendre des dispositions, il va falloir que l'État essaie de prendre des dispositions pour contrôler, pour essayer de contraindre les propriétaires. Mais pour revenir à votre question, il faudrait aussi que les propriétaires trouvent leur compte et
il faudrait aussi que la loi les protège contre ces locataires indélicats. Et j'espère que dans la loi, il y a des dispositions qui permettent plutôt aux propriétaires d'aller à la justice s'il le faut et d'être protégés aussi. Parce qu'il ne faut pas voir seulement le locataire. Le locataire ce n'est pas seulement les locataires qui sont les citoyens, mais les propriétaires aussi sont des citoyens et ils ont le droit de jouir de leurs biens. Vous pensez qu'il faille penser à une relecture de cette loi? Non, je n'ai pas encore connaissance de la loi dans sa totalité. Je ne connais pas tous les articles de la loi, mais j'estime que je connais quelques-uns, enfin ce que tout le monde agite, l'article 58 et autres. Mais j'estime que c'est bien, c'est les locataires aujourd'hui qui jubilent et il y a quelques grincements dedans au niveau des propriétaires. Maintenant, ce que je dis, c'est que si vous voulez appliquer la loi tranquillement, il ne faudrait pas que le propriétaire se sente lésé. Ce qui a amené la loi, c'est qu'à un certain moment, les propriétaires aussi exagèrent. Moi, aujourd'hui, on me parle de 8%. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, citoyen lambda, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que lorsque je veux louer ce que nous appelons par exemple sanitaire, je ne connais pas les thèmes techniques qu'il faut, mais je donne quelques caractéristiques. 2 chambres, salon, sanitaire, je veux avoir un garage, je veux avoir de l'eau, un compteur d'eau, un compteur de courant, d'électricité plutôt. Lorsque je donne mes caractéristiques, je sais que la loi me permet d'être dans telle fourchette. Les caractéristiques, le quartier aussi. La loi me permet d'être dans telle fourchette. Et donc, je sais que si je vais vers un propriétaire, il ne peut pas dépasser telle fourchette. Je fais mon programme en conséquence. Et je sais qu'on n'est pas en train de me léser, c'est la loi qui l'a prévu. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ça. C'est-à-dire que dans le même quartier, avec les mêmes caractéristiques, tu peux avoir quelque chose de 60 000, quelqu'un d'autre peut prendre ça à 70 000, comme quelqu'un d'autre peut prendre ça à 40 000. Donc, vous ne savez pas comment est-ce qu'on fixe. Mais généralement, le propriétaire, lui, s'arrange pour ne pas être lésé, pour gagner au mieux possible. Et lorsqu'il est en train de faire ça, il peut ne pas fixer le prix réel, qui aurait pu être réel s'il y avait des normes. Mais vous n'avez pas le choix, parce que si vous pensez que vous avez le choix, c'est que vous avez le choix entre dormir dans une chambre ou rester à la Belle Étoile, à moins que vous ayez votre propre maison que vous êtes capable de transporter. Lors de ce vote a été remarqué la présence de représentants de l'exécutif. Il y avait le ministre Garde des Sceaux et son collègue de l'Habitat, Joseph Diogbenou, et donc suivi de José Tonato, qui ont apporté leur caution à l'acte qui venait d'être posé. Pour eux, il s'agit de permettre au grand nombre, surtout à ces jeunes, et à ceux qui, chaque jour, s'interrogent sur comment s'installer, comment trouver un toit, d'avoir un répondant. Et là, c'est la boîte de Pandore pour toutes sortes de réactions. Le gouvernement a pensé jouer sa partition, mais dans l'opinion publique, et comme ça arrive quelquefois, le débat a trop fait de virer sur tout autre terrain. Vous l'avez, j'imagine, observé aussi. Mais est-ce qu'on en avait besoin autour d'une question qui devrait fédérer plutôt les esprits et les ardeurs? Les deux dont vous venez de citer le nom représentent l'État, mais je dis que ce n'est pas des personnes appropriées pour mener ce débat à l'Assemblée nationale. Ça aurait pu être les associations de la société civile. Ça aurait pu être qu'on identifie des propriétaires et aussi des locataires et on fait le débat, un débat sérieux, s'il vous plaît. Je souhaite un débat sérieux. Parce que les cadres dont vous venez de citer le nom, c'est des gens qui vivent dans des hôtels. C'est des cadres qui n'ont pas vécu peut-être au Bénin, qui ne connaissent même pas la réalité du bail au Bénin. Vous savez, entendre parler de Paris et séjourner à Paris, ce n'est pas la même chose. Il y a beaucoup de nos cadres qui ne connaissent pas la réalité. Vous ne savez pas ce que c'est que chercher une location au Bénin, surtout à Cotonou et à Calavi, à Porto-Novo, à Semekodji, à Ouida. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas les contraintes. Vous allez à l'Assemblée pour discuter de quoi? Vous voulez parler de quoi? Moi, je crois que ces personnalités dont vous venez de citer le nom ne sont pas représentatives donc, de cette masse populaire qui vit la réalité. Et véritablement, moi, je demanderais que le débat soit remis sur la table pour que véritablement on fasse un débat sérieux. Parce que le problème qu'on veut régler ici, en réalité, venons au débat. Le problème qu'on veut régler ici, ce n'est pas la solution, ça. Le vote de cette loi encadre, oui.
va revoir un certain nombre de choses. Mais dites-moi, lorsque je prends le Bénin, je prends la Côte d'Ivoire, je prends le Sénégal, je prends le Niger, je prends le Nigeria voisin, je prends le Burkina Faso, mais me dire que sanitaire, 2 chambres, salon sanitaire à 50 000 francs, mais c'est pas cher. Ça va, ayons le courage de le dire. C'est pas cher. Ce n'est pas extraordinaire à un jeune qui a fini le campus. Un jeune comme Amel Kago qui a fini, qui a un emploi. Ce n'est pas extraordinaire à lui. S'il avait un bon salaire, monsieur le journaliste, travaillons plutôt à augmenter le train de vie des fonctionnaires au Bénin. Et quand je parle des fonctionnaires, ce n'est pas ceux du secteur public, c'est aussi ceux du secteur privé. Parce que la loi appliquée au niveau du secteur public rejaillit sur le secteur privé. Élevons le niveau de vie, élevons la masse salariale de façon globale au Bénin. 45 000 francs de SMIC, mais c'est pas possible. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça pour une fois au Bénin. Il y a des fonctionnaires, des enseignants qui sont en mouvement aujourd'hui, qui sont à 150 000. Quand vous avez 150 000 et vous devez payer 60 000 francs à un propriétaire, il vous reste combien pour finir le mois? C'est ça la réalité. Payer un bon salaire aux fonctionnaires et à eux de payer également le loyer. Et en début d'émission, il a dit quelque chose pour laquelle je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas aller contenter un prêt pour venir payer mon loyer. Le loyer fait partie des dépenses de souveraineté d'un individu. Je parlais de la caution, je ne parlais pas du loyer. Oui, la caution, tout ça, c'est dans le bail. Donc, je ne peux pas aller chez une banque, prendre de l'argent, prêter de l'argent, pour venir donc payer la caution. Ce n'est pas possible. C'est une dépense de souveraineté. Personne ne t'a demandé d'être là où tu es. Donc, tu dois pouvoir assumer. Faute de moyens. De quel moyen vous parlez? Lorsque j'ai été à l'école, lorsque j'ai fini mon cursus scolaire, académique, je dois pouvoir disposer d'un gagne-pain qui puisse me permettre de vivre là où je travaille. Mais aujourd'hui, la réalité est ce que vous savez, Kazmi Pégué. La réalité ne doit pas être celle-là. Battons-nous pour que la réalité soit... change. Ok, oui. Amel Kago a quelques apports. Je voudrais demander à Kazmi, lorsque vous êtes un jeune fonctionnaire, vous sortez de l'université et vous devez venir travailler. Je suppose par exemple que vous avez étudié à Lokossa, vous devez venir travailler à Cotonou et vous venez d'avoir fraîchement un emploi. On vous dit que la caution c'est 300 000, 350 000, 400 000, vous gagnez 120 000 francs. Qu'est-ce que vous faites à la fin du mois? C'est que vous êtes en déphasage, vous retournez à Lokossa. Parce que vous ne pouvez pas travailler. Ça, c'est une réalité. Parce que je ne peux pas payer, mes dépenses ne peuvent pas être supérieures à mes revenus. Ok, mais il lui faut bien travailler et l'emploi, il a trouvé. Mais c'est ce qui justifie aujourd'hui la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, le vol et toute la gabegie financière au niveau de l'administration. Que cette administration soit publique ou privée, c'est ce qui justifie ça. Parce que lorsqu'un jeune doit gagner 120 000, 150 000 et qu'il doit rester dans un loyer un peu plus cher, souffler que lorsqu'il vient dans l'entreprise, qu'il puisse développer son génie créateur pour trouver la compensation quelque part. Dans le contexte béninois actuel, est-ce que c'est possible de demander aux dirigeants de revoir encore le taux du SMIC? Parce que quand on le suit très bien, c'est à croire que si on permettait à ce qu'il y ait une amélioration au niveau du SMIC et de ce qu'on pourrait appeler le gagne-pain de chacun, ça va aider à régler un tant soit peu le problème qui se pose aujourd'hui. Bon, c'est vrai, on diminue, on encadre, mais les mêmes problèmes risquent d'être là. La première chose à relever d'abord, c'est que le pouvoir d'achat du Béninois est faible. Je suis d'accord avec lui là-dessus. Alors, le fait on ne va pas régler un problème et laisser un autre. On serait toujours dans le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que on va augmenter les salaires que les propriétaires de maisons doivent continuer par augmenter les loyers comme ils veulent. Je souhaiterais que les Béninois paient le montant juste des loyers qu'ils prennent. Ça peut arranger le propriétaire, ça peut ne pas l'arranger, mais que ce soit le montant juste. Et là, ce qui a été fait permet d'en arriver déjà là. C'est pourquoi je suis d'accord qu'on définisse des critères pour que tout le monde soit d'accord sur les loyers, pour savoir et que chacun ait la conscience de payer ce qui lui paraît juste. Enfin, tout au moins devant la loi, qu'il y a des normes qui sont fixées et par rapport à ces normes-là, on paie ce qui est juste.
Ça fait une deuxième chose. Je suis d'accord avec lui. Il faut travailler sur les salaires. C'est un ensemble. Pour moi, ce n'est pas d'augmenter les salaires et de laisser le problème de loyer, ça peut être 50 000, ça peut être 100 000. Non. Si on peut travailler pour que le loyer soit souple, le loyer soit un peu... Enfin, le loyer soit enfin, on peut diminuer les loyers et dans le même temps augmenter le salaire. Ce serait tant mieux pour tout le monde. Maintenant, dans le contexte actuel, est-ce qu'il faut augmenter? Et là, moi, je suis fonctionnaire et je dis, j'ai bien envie qu'on augmente le salaire. Mais dans le même temps, je ne souhaiterais pas qu'on augmente le salaire. Et que j'aille dans une boutique et ce que j'achète à 100 francs, que désormais je l'achète à 1000 francs parce que l'État aurait augmenté les taxes pour pouvoir me payer mon salaire. Parce qu'en faisant ça, non seulement l'État a augmenté le salaire et je dépensais 10 000 francs à la fin du mois. Et désormais, je dépense 10 000 francs à la fin du mois, mais désormais je gagne 100 000 francs. Je dépense plutôt 100 000 francs parce que j'ai une augmentation de 50 000 francs. Vous comprenez que finalement, ce n'est pas une augmentation de salaire. Mais ce qui est encore grave, c'est que ceux qui ne sont pas payés par l'État, ils paient sur le même marché que moi, alors qu'eux, ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Donc, quand il y aura augmentation de salaire, il faut bien que l'État trouve quelque part l'argent pour payer, par exemple, les fonctionnaires de l'État. Où est-ce que l'État peut trouver l'argent? L'État va augmenter peut-être les taxes. Et ces taxes-là vont rejaillir sur ceux chez qui moi j'achète. Finalement, il y a peut-être augmentation, mais je dépense plus que... Et donc, le résultat n'est pas ce que j'aurais souhaité. Le résultat, c'est que je puisse vivre décemment avec ce que je gagne. Donc, c'est un ensemble. Il faut que l'État travaille. Et ce travail-là, ce ne serait pas seulement pour voir dans quelle mesure on peut augmenter des taxes pour nous payer sans que, pour payer les fonctionnaires ou pour que les privés aient les moyens de payer ceux qui sont dans le privé aussi, pour que tout le monde gagne bien. Ce n'est pas seul. Il faut penser surtout à travailler, à créer la richesse. Travailler à créer la richesse, c'est l'autre levier sur lequel le chef de l'exécutif a tant travaillé, a déjà plutôt donné l'alerte. Depuis quelques jours, l'Argentine nationale s'y emploie personnellement. Kazmik Pedjo, le choix, le vote, en cette période-ci, pour certains, n'est pas anodin. Tout serait lié, car cette proposition de loi était sur la table déjà plusieurs années auparavant. Mais pour d'aucuns, ceci aurait un lien avec le tournant 2019. Ça compte. Est-ce que les analystes ne vont pas aller pêcher là où il ne faut pas? Oui, et on voit déjà des gens redoublent déjà d'ardeur au niveau surtout de l'exécutif pour donc tirer le drap de leur côté, pour montrer que c'est le gouvernement de la rupture qui vient donc de faire un élan de solidarité. N'est-ce pas juste? En quoi c'est juste? D'abord, ils ne sont pas porteurs de cette loi. La loi est venue avant eux. La proposition de loi date de 2015 et ils sont venus en 2016. Et même quand ils venaient là, ils n'avaient pas proposé ça là dans leur projet de société. Et mieux, sinon pire, aujourd'hui, lorsqu'on veut parler du volet social, ce n'est pas en faisant voter une loi comme ça. La loi devait être votée, mais ils sont allés flanquer un redressement fiscal à une usine de production de ciment, ce qui a fait augmenter à 15 000 francs le ciment. C'est vrai. Vous permettez, c'est plus que vrai. Et donc, aujourd'hui, la tonne de ciment est passée à 80 000 francs CFA. Et quand ça se passe comme ça, de tout temps et de tout lieu, l'un des facteurs qui fait que des propriétaires qui ont déjà fini leur bâtisse depuis 1980, mais lorsque le ciment augmente d'un iota, ils viennent voir leurs locataires et augmentent. Là, c'est de la pagaille. Bien sûr. Et donc, cette loi vient réglementer. Cette loi vient donc pour décourager à jamais ces propriétaires qui s'apprêtent déjà à la fin certainement de ce mois pour dire à leurs locataires, écoutez, le ciment est passé à 80 000 francs, alors que le bâtiment est terminé, est bouclé et est en location depuis 1980, je l'ai dit. Et donc, ces gens de là, il faut décourager. Et c'est pourquoi j'ai apprécié à sa juste valeur le vote de cette loi pour dire désormais, arrêtons ça. Et je dis, non, on ne doit pas tirer ce drap-là. Personne n'a le droit de tirer ce drap-là. Le drap doit rester au milieu pour que chacun vienne apporter des éléments nouveaux pour véritablement améliorer, pour qu'on ait véritablement une législation qui encadre le secteur. 2019, pour moi, ce n'est rien. Il n'y a aucun enjeu en 2019. En tout cas, pour vous, l'enjeu ici, vous êtes citoyen, mais pour les acteurs politiques, ça compte. L'enjeu ici, c'est comment faire pour que le Béninois puisse mieux vivre. C'est comment faire pour que véritablement nous travaillons. Il a dit quelque chose pour créer de la richesse. Créer de la richesse, ce n'est pas augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État, mais c'est travailler en sorte que le secteur privé et le secteur public puissent améliorer le niveau de vie
des fonctionnaires. Et Amel, on est là aussi sur un terrain, on ne peut pas en vouloir aux acteurs politiques qui ont des ambitions. C'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, le débat qui se mène et qui va sur ce domaine, on doit pourtant en vouloir à qui que ce soit? L'exécutif n'a-t-il pas aussi quelque part raison quand on sait que les 2 députés en question appartiennent au bloc de la majorité? C'est le jeu politique, c'est normal. C'est normal que chaque situation, que chacun détourne chaque situation à son profit. Seulement que de mémoire du jeune journaliste que je suis, je n'ai jamais vu qu'une élection législative où une loi a influencé l'élection d'un député. C'est-à-dire, je ne vois pas en quoi le faute de la loi peut influencer l'élection d'un député. Je suppose par exemple qu'Akinatondé, il est député de la 16e sélection électorale. Ce n'est pas parce que le loyer aurait connu quelques modifications ou désormais on ne paie plus assez de caution à Agla par exemple, que les gens de Agla vont voter pour lui. Quand j'observe l'évolution des élections au Bénin, je ne suis pas en train de voir ce genre de schéma. Et donc que quelqu'un se l'approprie ou pas, je ne vois pas ce qu'on va y gagner. Peut-être en termes de communication, d'accord, je n'en sais rien. Mais je crois plutôt que, dans le cas d'espèce, le gouvernement ferait mieux de travailler à ce qu'on ait une politique de logement normale. Qu'est-ce que j'appelle politique de logement normale? C'est-à-dire que lorsque quelqu'un a envie de louer, il y a les tests, il y a les lois, comme ils ont commencé maintenant, et le gouvernement même est apte à accompagner l'application de la loi, et ça ne souffre d'aucun problème. Et nous savons que dès que la loi est promulguée, et publiée dans le journal officiel, elle rentre en application. Et désormais, quand je vais vouloir louer, j'irai payer les 3 mois, sans conflit, sans problème. Que le gouvernement travaille déjà à ça. Deuxième chose, que le gouvernement travaille à ce que, lorsque le citoyen modeste veut avoir un logement, que le citoyen modeste puisse avoir le logement, pas après ou pas toute gymnastique, mais que le gouvernement travaille à ça. Je ne suis pas en train de parler, pour emprunter un terme à Mme Rosine Soglo, je ne suis pas en train de parler des cages d'oiseaux comme vous avez construit en temps pour parler de logements sociaux, mais de vrais logements sociaux, des logements pour des humains, qu'on construit des logements pour des humains, puisque nous sommes des hommes, et que le gouvernement puisse faciliter l'accès à ces logements-là. Ce travail-là, en deuxième étape, c'est ce travail-là que le gouvernement doit faire. Lorsque le gouvernement ne fait pas ce travail, le gouvernement viole la Constitution, puisque la Constitution dit en son article 9 que le gouvernement, que tout être humain a droit au développement et au plein épanouissement de sa personne dans cette dimension matérielle. À partir de ce moment, puisque le logement fait partie des 5 besoins fondamentaux, lorsque vous ne faites pas ça, vous violez la loi. Et je crois que c'est le travail que le gouvernement doit faire. Si le gouvernement fait ce travail-là, et que le citoyen lambda, qu'il soit fonctionnaire, travailleur ou pas, puisse avoir facilement le logement, qu'il ait envie de louer ou qu'il ait envie d'avoir son logement pour lui-même, qu'il l'a facilement. Ce genre de choses, le gouvernement n'aura pas besoin de récupérer le vote d'une loi. Le gouvernement n'aura pas besoin de travailler autrement pour que nous autres citoyens, nous comprenons que sur ce plan-là, le gouvernement nous a satisfait et qu'on peut lui donner notre caution une fois encore pour dire ce que vous avez fait, c'est bon. On peut vous donner encore un autre mandat. Là-dessus, Kasmi Pidjo, que peut-on attendre du gouvernement dans les 2 prochains jours comme partition pour accompagner l'acte du législateur? Partant du principe que tout le monde ne peut pas vivre à Paris et que le logement coûte cher à Paris et que les gens peuvent aller vivre dans les banlieues et revenir donc à Paris pour travailler, je pense que le gouvernement peut également travailler à ce qu'il a dit. J'ajouterai donc le volet transport. Le gouvernement peut également travailler afin que tous ceux qui ne peuvent pas vivre, malgré tout ce qui sera fait, ceux qui ne peuvent pas vivre à Cotonou, Calavi et autres, puissent aller vivre peut-être à Alada, puissent aller vivre dans une localité un peu reculée, mais que nous ayons un moyen de transport qui puisse permettre qu'en 1 heure de temps au plus, qu'on puisse rallier Cotonou. Donc, véritablement que le gouvernement travaille, que nous ayons un mode, un train de vie, certes, mais également un mode de transport. Votre mot de la fin, Kasmi Pidjo? C'est véritablement mon mot de la fin, que le transport également accompagne cette loi pour que véritablement les Béninois puissent mieux se sentir. Amel de Soukago. Une loi pour encadrer la location, c'est bien. Ce serait encore meilleur lorsque nous avons une bonne politique de logement.
Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour l'émission du jour. Chers invités, merci. Notre pensée a été à l'endroit du quotidien des populations un peu loin des débats politiques. Et ça compte beaucoup pour ceux-là qui nous suivent et qui voudraient bien savoir ce qu'est le devenu. Du devenu de chacun, on en a débattu pendant 45 minutes. Juste un débat de forme. Le fond, on y reviendra sans nul doute dès qu'on aura parcouru la quintessence de ces 80 articles. Mesdames, Messieurs, nous allons prendre congé à présent de vous et ce sera sur cette citation du poète romancier et dramaturge français Alphonse de Lamartine. Nos seules vérités, hommes, sont nos douleurs. Le reste n'est qu'euphémisme. Merci pour l'attention et à demain pour un autre numéro de 100% Bénin. À très vite.